Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes en direct sur Radio Lac. Nous sommes également sur One TV, votre rendez-vous économie. Parlons économie. C'est ce que l'on fait absolument chaque semaine. Économie de contrôle également. Qui contrôle la qualité des entreprises ? Eh bien, c'est par exemple Yvan Messner de QMT qui sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. On va s'intéresser également à nos déchets, le tri. Ça devient obligatoire. À Genève, ça l'est déjà dans de nombreux cantons grâce ou à cause de la taxe au sac. On en parlera avec Alexandre Letiec, fondateur de Reacti Suisse. Car oui, il y a du neuf, figurez-vous, dans le tri de nos déchets et notamment une poubelle qui trie toute seule. Le rêve de ma maman. On en reparlera un peu plus tard dans cette émission. Et pour démarrer l'économie, nouvelle technologie, nos premiers invités, c'est parti. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. La crypto sera-t-elle une réponse à nos investissements ? Bonjour Dan Amar. Bonjour. Vous êtes le CEO de Foxstone. Avec nous également en duplex, Alberto Gonzalez. Bonjour. Vous êtes le responsable du marché roman de FinPension. Je vais d'abord vous demander une présentation succincte de... On va commencer par FinPension puisque vous êtes en duplex. Vous avez le micro, gardez-le, Alberto Gonzalez. Oui, alors Alberto Gonzalez, donc je suis responsable du marché suisse romand pour les solutions de prévoyance que l'on propose, qui sont des solutions qui sont fortement digitalisées. On propose du 1E, du libre passage et également du 3. Voilà. Dan Amar, Foxstone. Alors Foxstone, c'est une plateforme d'investissement immobilier online qui permet à tout un chacun de pouvoir investir dans l'immobilier en Suisse à partir de 25 000 francs. Alors la crypto, les cryptos devrait-on dire, mais ce grand concept maintenant de monnaie décentralisée, pour Foxstone, ça a démarré je crois en 2018, vous en êtes où ? Alors le projet a démarré en 2018 de Foxstone, le projet tokenisation un peu plus tard. Et on est en train de finaliser, enfin, c'est à chaque fois qu'on ouvre un paquet, il y a toujours un autre problème. On est en train de finaliser maintenant les contrats pour pouvoir donner accès à tout le monde à un ticket vraiment très bas, 1000 francs, et tout en token. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tokeniser et échanger ses parts. Et ça veut dire quoi, pouvoir échanger ses parts avec des tickets de 1000 francs ? Alors le but, aujourd'hui Foxstone, c'était un minimum de 25 000 pour des raisons bancaires, etc. Aujourd'hui, si on arrive à tokeniser, on va pouvoir réduire le ticket d'investissement à 1000 francs, ce qui va permettre vraiment à beaucoup plus de personnes d'accéder à cette classe d'investissement. Et avec ça, pardon, mais j'investis dans quoi ? Dans des crypto-monnaies ou pas forcément ? Non, pas du tout. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, ça a à voir avec les tokens qui sont simplement la digitalisation d'un contrat. Ça sert à s'échanger, c'est tout. Ça sert juste à ce qu'on se l'échange en un clic de téléphone portable. Qui ensuite sont notés dans la blockchain, qui est ce grand livre de compte, pour faire simple, extrêmement transparent, mais codé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est Benjamin qui achète quelque chose à Dan. On sait que c'est un nom d'utilisateur qui achète un autre nom d'utilisateur. Aujourd'hui, on peut tokeniser absolument tout, puisqu'on peut donc tout noter sur cette blockchain. On se rend compte de la révolution finalement latente que c'est. Bien, on peut tout tokeniser, oui. Après, nous, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on tokenise un bien immobilier et on tokenise en fait une société immobilière. Et le problème, c'est qu'on tombe très rapidement dans de très lourdes régulations, les régulations du marché boursier. Donc, on est en train de passer des licences FINMA, on est en train de tout finaliser, un prospectus d'émission. Enfin, on a fait la version adulte, on va dire, pour pouvoir en fait être accepté par la régulation, parce que c'est très réglementé cette partie-là. Donc, le marché immobilier est en train de changer. C'est pas seulement la manière dont on achète un bien immobilier, c'est tout le marché ? C'est tout le marché qui va être, on va dire, dépoussiéré. Oui, c'est une classe d'actifs qui n'a pas bougé depuis très longtemps. Où il y a énormément de valeur et qui est très profonde en termes de valorisation, qui est en train d'être complètement remise à neuf. Ouais. Quand on sait que Genève est un canton où il y a moins d'1% de logements vacants, ça fait pas plaisir à beaucoup de monde ce que vous dites. On aime bien moi j'ai mon bien, quand on a la chance d'avoir un bien, j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter à changer les choses. Alors nous, on n'achète pas des appartements, nous on achète des immeubles. Et on permet aux gens de participer à ce rendement, à cet investissement à rendement. On pourrait imaginer que les gens commencent à tokeniser leur appartement. Dans ce cas-là, oui, effectivement, il faudrait que... Attendez, j'ai pas encore compris le Bitcoin, venez pas me parler de tokenisation d'appartement.
c'est pas le but. Nous, vraiment, le but, c'est de pouvoir donner accès à l'investissement immobilier. Donc, en fait, on a aussi une autre activité où on prête de l'argent à des développeurs immobiliers. On a déjà créé des dizaines de logements grâce à cette méthode, oui. Et on en avait d'ailleurs déjà parlé effectivement dans cette émission. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu répulsif? Je m'explique. Quand c'est Mhm. trop simple, j'ai une application, je peux acheter un token, je vais investir dans de l'immobilier. J'ai fait ça avec le même téléphone qui me sert à envoyer des petits emojis rigolos à ma famille. Mhm. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir quelque chose, entre guillemets, de plus... qui donne en tout cas un aspect plus sécuritaire? Alors oui, Foxstone, c'est une compagnie de 30 personnes. On a 16 000 investisseurs. On a acheté plus de 150 millions d'immeubles. On a déjà fait des dizaines de prêts à des développeurs immobiliers. Donc s'il y a une quelconque question, il y a toujours des humains qui vous répondent, qui vous reçoivent au bureau pour vous expliquer et pour vous aider. Après, une fois que vous avez fait le test et que ça marche, en un clic, c'est plus simple que de venir chez nous, quoi. Alberto Gonzalez, chez FinPension, c'est pareil. On peut digitaliser tout ce qu'on veut, mais on remplace pas l'humain? C'est exactement ça. En fait, on peut digitaliser tout ce qui est à faible valeur ajoutée, mais finalement, il faut conserver le rapport humain pour les échanges à forte valeur ajoutée. Donc, c'est effectivement la tendance aujourd'hui quand on a un modèle digital. Donc aujourd'hui, on a un contexte qui est quand même fragile. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des envies d'investissement? Je vous pose la question aux deux, même si on parlera plus de prévoyance avec vous, Alberto Gonzalez, dans quelques instants. Dalamar, tout d'abord, sur l'immobilier. Alors, il y a une grande demande. On est dans une période d'incertitude financière. On est dans une période de grande inflation. Et, Allez-y, continuez, ouais, continuez. et en fait, on a de plus en plus de demandes. Nous, c'est le contraire. L'immobilier est perçu comme une classe d'actifs assez sécurisée, qui bouge pas trop. On a reçu depuis le début de Foxstone plus de 7 milliards d'offres immobilières. On n'a acheté que 150 millions, donc on fait extrêmement attention à 7 notre... milliards d'offres? Ouais, depuis maintenant 4 ans. Vous êtes avec ouais. Jeff Bezos sur la Lune, sur Mars et Non, mais compagnie? des petits immeubles, si on en reçoit 1, 2 par jour, ça va vite, hein. Et en fait, on a acheté que 150 millions. Donc on est très, très, très sélectif. Donc on fait attention. Les gens nous font de plus en plus confiance. Les immeubles se vendaient au départ, le premier en 9 mois, le deuxième en 3 mois, le troisième en 1 mois. Aujourd'hui, on met une offre sur la plateforme en quelques heures, c'est fini. Donc les gens nous font beaucoup plus confiance qu'avant, et c'est génial. On va continuer de parler de ça. Avant ça, j'aimerais votre avis, Alberto Gonzalez, donc sur ce côté, sur ce côté digitalisation dont on vient de parler. Oui, mais on voit la tendance, c'est là, hein. Si on peut offrir une solution digitalisée qui réponde aux besoins du client, euh, qui lui donne de l'autonomie par ailleurs, les clients sont preneurs. Et c'est vrai qu'on distingue quand même, on voit une différence en fonction des différentes générations. Donc c'est vrai que la jeune génération, les digital natives, eux sont très friands de nouvelles solutions et s'intéressent très tôt aux investissements. Donc c'est vrai que toute solution d'investissement digitalisée attire leur attention. Et je rappelle que cette émission, on la suit également sur l'appli Radiolac et elles sont également intégralement sur YouTube, si jamais vous voulez être 100% digital. On continue de parler de tout ça, restez avec nous. Parlons économie sur Radiolac. Genève innove. La crypto sera-t-elle une réponse à nos investissements? J'aurais même dû mettre cette question au présent. On continue d'en parler avec Alberto Gonzalez, responsable du marché roman de FinPension, en duplex avec nous, et Dalamar, le CEO de Foxstone. On discutait hors antenne sur le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'un bien est sur la blockchain, finalement, c'est la plus grande annonce immobilière du monde. Oui, alors dans le cadre de la régulation, effectivement, on s'adresse à toute la planète. C'est unique, en fait. C'est unique. On peut faire des très, très, très belles choses. Ça veut dire des très belles choses, c'est-à-dire vendre très très cher. Soit vendre très Pour cher, être honnête. soit vendre très vite, pas forcément très cher, parce que finalement, il y a pas que des fous, hein, qui achètent. Celui qui investit, il fait son calcul quand même. Bah, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que finalement ça va déréguler un petit peu les choses? On a déjà un marché immobilier tendu à Genève. Si c'est pour que ça coûte 10 fois plus cher parce que tout est sur la blockchain. Non, alors déjà, l'immobilier à Genève, si on parle de résidentiel, là, vous allez devoir filtrer les personnes qui investissent, parce que c'est que des Suisses qui pourront acheter des immeubles locatifs. Donc là, on divise par un très grand chiffre le potentiel d'investisseurs. Si c'est du commercial, vous pouvez laisser faire participer beaucoup plus de monde.
Mais ça ne veut pas dire que le bien va partir plus cher. Ça veut dire que peut-être qu'il va trouver preneur déjà. Ça, c'est déjà génial. Le locataire que je suis, en tout cas, vous remercie. Autre chose Avec que plaisir. l'on peut même maintenant digitaliser, finalement, d'une certaine manière, c'est sa prévoyance. On voit ça avec vous, donc Alberto González. Ça fonctionne comment? Vous parliez de troisième pilier sur la blockchain, alors? Oui, alors, on va distinguer, parce qu'il ne s'agit pas d'un troisième pilier sur la blockchain, mais c'est plutôt de pouvoir accéder à cette nouvelle classe d'actifs que sont les crypto-monnaies à travers son libre passage, son troisième pilier, mais également son libre passage. Donc, en fait, il y a une année en arrière, ce n'était pas encore possible. Donc, il faut savoir que les investissements dans le cadre de la prévoyance sont réglementés et le placement direct dans des crypto-monnaies n'était pas autorisé. En revanche, ce que prévoit le cadre réglementaire, c'est qu'on peut souscrire à des placements collectifs, donc à des fonds, qui, eux, investissent dans des crypto-monnaies. Et il y a une année en arrière, la FINMA, donc l'autorité de surveillance des marchés financiers, a autorisé le premier fonds de droit suisse investissant dans des crypto-monnaies. Donc à partir de ce moment-là, il a été possible de le proposer comme investissement dans le cadre de la prévoyance. Alors, ça nécessite de toute façon une autodétermination de la part de l'assuré ou du preneur de prévoyance. Ce n'est pas quelque chose qu'on met systématiquement dans les allocations stratégiques. En revanche, quand il y a une demande de la part du preneur de prévoyance, il est possible de lui donner accès à ce fonds indiciel en crypto-monnaie et il peut en mettre jusqu'à 5% dans l'allocation générale de son portefeuille. Enfin, Donc ça reste malgré tout conservateur. Voilà, parce que je regardais quand même, pour prendre la plus connue, hein, le Bitcoin, qui est quand même passé de 57 000 francs il y a quasiment une année à 18 000 francs il y a quelques jours. Je le sais parce que je possède actuellement 105 francs en Bitcoin. C'est vous dire hein, si je suis un fin limier, mais c'est quand même un marché qui est fragile là encore. Oui, ça reste extrêmement volatile. Hein. C'est d'ailleurs une des mesures pour considérer le risque, hein, la volatilité. Donc, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement volatile. Et donc, il est clair qu'il faut investir de manière prudente et pas y consacrer ou investir la totalité de ses actifs, très clairement. Donc, la prudence, c'est d'en avoir maximum, en tout cas dans le cadre de la prévoyance, en tout cas chez Finpension, on n'autorise pas plus de 5% d'investissement. C'est un garde-fou. Encore une fois, c'est une nouvelle classe d'actifs, il faut être prudent. Et puis, la volatilité fait qu'en fonction de quand on rentre dans le marché, on peut être à un moment qui est totalement défavorable. Vous venez de l'évoquer, 57 000 francs, 18 000 francs. Bon, voilà, si on est rentré à 57 000 francs, je pense qu'on pleure en ce moment. En revanche, si on est rentré il y a 5 ou 6 ans en arrière, même avec un Bitcoin à 18 000 francs, on gagne encore beaucoup d'argent. Donc, c'est toujours une question de momentum, à quel moment on rentre en fait sur le marché. Et on investit dans quel type de crypto-monnaie? Parce que je rappelle, tout le monde, si moi demain je veux lancer le Parlons Economy Coin, je peux. Après, il faut encore c'est une question de demande, hein, évidemment, mais on investit dans quoi alors? Alors, dans le cadre de la prévoyance, c'est extrêmement limité, hein, il n'y a qu'un seul fonds qui est disponible et ce fonds, c'est un fonds indiciel qui réplique en fait la performance des principales crypto-monnaies. Alors, les deux principales sont le Bitcoin et l'Ethereum. Hein, pour 85% de la valeur de ce fonds, elle est investie dans ces deux crypto-monnaies. Et puis, le reste est composé des autres crypto-monnaies. Mais ça reste malgré tout les principales crypto-monnaies et les plus liquides. Question pour tous les deux messieurs. On parle de plus en plus de crypto-monnaies liées à une autre monnaie, par exemple le Swisscoin qui serait indexé sur le franc suisse pour pouvoir en maîtriser, je dirais, d'une certaine manière la valeur. C'est positif ou c'est négatif par rapport à ce que vous faites? Je vais laisser Alberto González peut-être répondre en premier. Alors, je vais émettre un avis personnel, mais je pense que ça va à l'encontre de l'idéologie de base de la crypto-monnaie. Donc, je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée. Quant à vous? S'en servir parce qu'aujourd'hui, on renvoie les loyers à nos investisseurs à travers des virements bancaires. Et ce serait une super idée, on est en train de réfléchir à ça, de pouvoir, en fait, celui qui veut pas qu'on lui envoie les loyers par virement, que ça reste dans l'écosystème. Et pour que ça reste dans l'écosystème, ça peut pas rester des francs suisses, ça doit être Quelque chose de digitalisé. digital. Exact. Donc, si
il existe une valeur digitale, mais qui bouge pas. On parle d'un vrai stablecoin, quelque chose de très sérieux, qui bouge pas. Un franc suisse égale un stablecoin. On pourrait les garder sous forme de stablecoin, comme ça ils restent dans notre écosystème pour faire des échanges et pour faire d'autres choses. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est bon en fait. Et j'ai une dernière question pour vous, alors Alberto González. On le comprend bien, c'est ce qu'on évoquait finalement tout à l'heure avec Danamar, hein, le marché est complètement en train de changer. Vous nous parlez aujourd'hui d'un fonds, ça veut dire que demain, ça sera tous les fonds qui seront comme ça? Non, en revanche, il pourrait y avoir sur le marché d'autres gérants de fonds qui font preuve de la même initiative, de lancer des fonds en crypto-monnaie, et ce qui pourrait peut-être démocratiser encore plus l'investissement dans les crypto-monnaies. Mais il n'y a pas de limite à ça, si ce n'est que, en tout cas dans le cadre de la prévoyance, il faut que le fonds soit approuvé par l'autorité des marchés financiers. Maintenant, on est dans un marché où chacun peut lancer un fonds à partir du moment où on a les autorisations et la compétence pour le faire. Et le Bitcoin, et je suis en train de découvrir que j'avais aussi investi en Bitcoin Cash, j'ai 11 francs en ce moment. Donc je vais peut-être passer vous voir quand même, Alberto González, j'ai l'impression que vous gérez ça mieux que moi. Responsable du marché roman de Finpension, Danamar, CEO de Foxstone. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été Merci. avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Quoi de neuf dans le tri des déchets? Bonjour Alexandre Letiec. Bonjour. Vous êtes le fondateur de, à l'époque, Letiec, aujourd'hui Reactis, société bien connue dans le tri des déchets. Donc c'est vous qui fournissez aux entreprises les différents réceptacles finalement pour trier les déchets. Exactement. En fait, donc Letiec ASD, c'était une activité indépendante que j'avais montée quand mes filles étaient nées, pour répondre à un besoin, une quête de sens. Et puis, finalement, au fur et à mesure de développement de mes activités indépendantes, en signant des contrats de plus en plus importants, j'avais la nécessité de passer vers une société anonyme, une ESA, pour donner plus de crédibilité, pour donner plus de crédibilité auprès de mes clients. Quel âge ont vos filles? C'est pour connaître l'âge de votre entreprise, je vous rassure. 10-12. D'accord, donc ça veut quand même dire que vous étiez là avant que ça soit dans la tête de tout le monde, ces questions-là. Complètement. Voilà. Ah oui. Et ça c'est quand même très important parce que même aujourd'hui, les distributeurs de gel, par exemple, vous les proposez. Oui, exactement. On propose des distributeurs de gel. Le Covid est arrivé, c'était aussi une opportunité, mais c'était aussi une réponse et une attente de la part de nos clients. Donc on a proposé ça sur le marché avec différents axes pour se démarquer de la concurrence. Est-ce que finalement le fait que le tri, et on le voit à Genève où le tri devient obligatoire, ça automatiquement porte votre entreprise? C'est-à-dire que vous avez un marché magnifique aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a 10 ans en arrière, effectivement, c'était pas dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui, on voit une accélération. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le travail des autorités genevoises, Antonio Hodgers qui est derrière, et toute l'équipe qui est derrière pour ce projet de loi qui est quand même audacieux. Et aujourd'hui, on arrive avec une obligation de trier. Donc, dans les entreprises, dans les administrations publiques et sur le territoire. Donc ça, effectivement, c'est très porteur pour nous. Après, si j'ai une gourde, j'ai plus de bouteilles en PET à jeter, ça vous embête, non? Absolument pas. C'est vraiment là où on doit tendre. En même temps, le meilleur déchet, on le rappelle sans arrêt, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, il vaut mieux avoir une gourde, la remplir, plutôt que de générer du déchet. Après, de temps en temps, on peut quand même bien s'autoriser une petite bouteille de PET quand on est dans un endroit qu'on n'a pas d'eau et que nos enfants sont assoiffés. J'en ai une en ce moment même, justement, j'ai oublié ma gourde à la maison, comme quoi. Voilà. Et puis également, quelque chose que vous proposez, et ça, j'aimerais, sincèrement, je dis pas ça parce que vous êtes là, mais le mettre dans la poche de toutes les personnes qui fument, parce qu'on éteint son mégot, on le balance comme ça. Vous avez des cendriers de poche, on a tendance à oublier que ça existe. Exactement. On a des cendriers de poche qu'on adresse aux collectivités. C'est vraiment des petits goodies qu'on adresse à la population pour que les gens puissent mettre leur mégot. Après, c'est des gestes qui devraient être ancrés. Mon père, lui, avait son tube d'aspirine. Il ouvrait son tube, il mettait son mégot dedans et c'était réglé. Il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Et c'était très bien comme ça. Demain, par exemple, j'organise une journée de nettoyage avec Philippe Maurice pour essayer d'avoir un impact de sensibilisation, de montrer l'impact des mégots de cigarettes et du geste aussi individuel qui consiste à jeter son déchet par terre, qui devrait être supprimé. Bien sûr. Et j'ai démarré cette intervention en disant quoi de neuf dans le tri des déchets. Alors, vous avez une poubelle que je n'avais jamais vue, une poubelle intelligente qui trie toute seule. Elle a un nom génial. Ouais, c'est R3D3, effectivement. Donc R3D3, c'est un robot de tri intelligent. On vient mettre une canette, un gobelet de café ou une bouteille en PET. On vient le mettre sur le robot. Le robot va la détecter que c'est bien une bouteille de PET ou alu.
va la compacter et la trier dans un compartiment. Donc ça, c'est intéressant, ça permet d'avoir un côté ludique quand on déploie des systèmes de tri dans des entreprises, par exemple. Et il se passe quoi si je mets autre chose qui est pas recyclable? Oh ben, il y a un témoin rouge qui va s'allumer pour vous indiquer que voilà, il y a une petite et que le robot ne va pas trier ça ou qu'il y a une erreur. Et ça fonctionne comment concrètement? Là, quand on parle d'innovation, on est dedans. Là, on est dedans, effectivement. Ben, dans le domaine des déchets, il y a plein d'innovations. Donc là, il y a de la technologie derrière pour reconnaître et caractériser le déchet, le compacter aussi, et puis on peut aussi informer et donner des informations sur le taux de remplissage des différents bacs. Après, on a d'autres, si je prends par exemple la jardinière urbaine, cette jardinière urbaine, elle est faite avec 100% de plastique recyclé, elle est imprimée avec une imprimante 3D. Donc là, on va chercher de la technologie pour essayer d'avoir un impact sur le taux de recyclage dans l'environnement urbain, en tout cas, en ramenant du beau. Voilà, c'est une jardinière donc qui permet de fleurir l'environnement. Mais surtout, on ramène de la biodiversité. Et à l'heure du réchauffement climatique, on va essayer d'avoir un impact sur l'augmentation de la température en ville. En ramenant du végétal, on va diminuer cette température en ville. Oui, parce que... Allez-y, terminez votre phrase. On ne va pas la révolutionner, mais on va y participer. Parce qu'on en parlera plus avant dans quelques instants, mais il y a une vraie volonté de faire les choses à 360 degrés. Exactement, autant faire les choses correctement aussi. Mais effectivement, on se penche sur la question. Par exemple, si je prends les poubelles de tri d'un de mes fournisseurs, Naturen, c'est vraiment quelqu'un qui est très ingénieux. Lui, il a fait une poubelle avec un concept vraiment très, très réfléchi, très, très abouti. C'est une poubelle qui se plie. Donc on la transporte à plat. Je livre mes multinationales avec ma voiture électrique et rechargée avec 100% d'énergie hydraulique. Elle est complètement... elle est fabriquée avec 80% d'aluminium recyclé. Elle se lave, elle se nettoie facilement. On a une capacité de personnalisation unique sur le marché. Vous voyez. Je vous en prends deux, écoutez. C'est parfait. Restez avec nous, on continue de parler de tout cela dans quelques instants. C'est sur Radio Lac, sur One TV également. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Quoi de neuf dans le tri des déchets? Beaucoup de choses, c'est ce que l'on constate avec le fondateur de aujourd'hui Reactis, Alexandre Letiec. Je sais qu'il y a une entreprise en France aussi, je crois, qui s'appelle un peu comme ça. Quelque chose à voir ou pas? Pas du tout. D'accord, très bien. Comment on fait pour marquer les choses de son empreinte aujourd'hui? Tout le monde est dans le recyclage, tout le monde est dans la réutilisation. On fait comment pour se démarquer? Alors, j'aimerais bien que tout le monde soit dans le recyclage et dans la réutilisation. Comment on se fait pour se démarquer? Il faut être convaincu, je pense. Hier, j'ai posté il y a quelques temps, il y a 6 jours, je crois, un post sur LinkedIn pour informer que, à ma grande surprise aussi, je n'avais que 3 kilos de déchets incinérables par année. Donc, alors, je ne pensais pas avoir si peu. Mais voilà, la possibilité m'est donnée à la déchetterie de recycler mon plastique aussi. C'est un projet qui est aussi sur pied au niveau de la Confédération avec Collect 2025, qui est porté par Swiss Recycling. Mais voilà, donc il faut être engagé, il faut être convaincu de ses idées. Effectivement, moi, dans mon quotidien, je recycle absolument tout. Et je le porte auprès de mes clients aussi. Et les pouvoirs publics là-dedans, parce que vous parlez de pouvoir aller à la déchetterie, de recycler un peu plus, vous parliez d'Anthony Hodgers tout à l'heure. Oui. Quelle relation vous avez avec eux? Alors, on avait présenté un projet il y a quelques années, malheureusement, qui est très technologique et qui n'était pas suffisant pour atteindre leurs objectifs. Mais en tout cas, voilà, les ambitions sont là. Aujourd'hui, c'est audacieux. Le projet de loi, c'est plus un projet de loi. La loi qui est passée oblige le tri des déchets et je trouve que c'est très bien. Il faut montrer l'exemple. On ne peut pas aller dire aux citoyens ou aux entreprises de faire des efforts de tri et de jouer le jeu pour limiter au maximum son empreinte carbone. Il faut aussi montrer l'exemple. Donc, c'est le rôle des autorités. C'est ce qui a été fait ici par cette loi, qu'une fois encore, je salue. L'exemple qui aurait pu être un sac taxé à 2 francs, comme c'est à peu près le cas dans toute la Suisse, mais pas à Genève. Exactement, c'est un parti pris. La taxe au sac, c'est un outil qui permet d'atteindre des objectifs. Là, le canton de Genève se distance de cette taxe au sac. Et les résultats, on le voit aujourd'hui, il y a 45% de taux de recyclage sur Genève, sur les ordures ménagères. C'est pas mal et ils n'ont pas à rougir par rapport aux autres cantons. Effectivement, on peut mieux faire. On est en 2022 et voilà, on devrait avoir des taux de recyclage qui sont beaucoup plus importants, mais ça se joue aussi à l'échelle individuelle. Donc l'idée, c'est bien entendu pour Reactis de mettre une poubelle de tri dans toutes les entreprises. Mais une fois qu'on en a une, on n'a pas besoin d'en racheter une autre. Ça pose pas de problème, ça? Pas du tout. Moi, l'idée, l'objectif même presque, je dirais, c'est de ne plus avoir de déchets. On le mentionnait encore tout à l'heure, le déchet,
le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Si une entreprise a mis en place toute une digitalisation pour éviter le papier, des gobelets, des gourdes dans l'entreprise pour éviter le PET ou ce genre de choses-là, eh bien tant mieux. Mais on aura toujours besoin de trier une petite, comment on appelle ça, une boîte de conserve, un tube de mayonnaise, voilà, des choses comme ça. Donc il y aura toujours besoin. Donc on propose ces solutions-là parce que ça répond à une demande pour le moment. On va évoluer et l'idée c'est de tendre vers du zéro déchet. Vincent Subilia nous a rejoint, bonjour. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CCG. Oui, c'est amusé dans ce studio, effectivement, on s'y croirait. On l'a déjà dit, mais redisons-le, l'importance et cette loi qui a été passée du tri, du recyclage. Vous en pensez quoi de cette loi, le fait que ça soit ancré maintenant dans la loi ? Je pense que l'on va dans le bon sens. C'est une loi qui a le mérite de trouver un équilibre entre la carotte de l'incitatif, que l'on peut recycler naturellement, et le bâton, parce qu'il fallait, Genève était un tout peu lanterne rouge, ça a été rappelé, donc il fallait fixer un cadre dans lequel on peut opérer. Donc je pense que voilà, elle s'imposait. Mais je rebondis sur les propos de notre intervenant, et je pense que l'engagement personnel, la dimension citoyenne de l'acte de recycler, le fait que chacun ait pu faire sienne la conscience qu'il fallait réduire ses externalités, eh bien c'est ce qui doit nous guider. Et à ce titre, les entreprises sont acteurs de changement. Beaucoup d'entre elles, véritablement, s'acquittent de ce devoir d'exemplarité. Et à l'instar de ce que nous mettons sur pied modestement au sein de la Maison de l'économie, à la Chambre de commerce, eh bien, sont pionnières en termes de durabilité et s'emploient au quotidien à réduire leur empreinte sur l'environnement. Alexandre Letiec. Oui, effectivement, moi, je constate une grosse accélération de la prise de conscience. Il y a 10 ans en arrière, je travaillais dans une entreprise, j'ai monté un groupe développement durable, j'ai pas pu mettre en place une seule action parce qu'il n'y avait pas de budget et pas la conscience. Les enfants du fondateur sont arrivés dans l'entreprise et ils m'ont commandé 50 poubelles. Donc on voit, 10 ans après, donc on voit une accélération des prises de conscience. Aujourd'hui, on est dans une ère où on est en pleine mutation, on est en pleine accélération. Et il est temps de s'en préoccuper, effectivement. Et justement, quel prochain projet pour vous ? On en a plusieurs. Donc, je vous le souhaite. Oui, effectivement. Non, j'en ai un qui sort aujourd'hui, qui reste encore confidentiel, qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais on y arrive. Il sort aujourd'hui, dites-le nous. Non, je peux pas. C'est trop tôt, c'est trop. Mais on arrive, on a d'autres projets qui sont en cours. Et je pense que, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, à encourager, mais la végétalisation de l'urbain est un secteur d'avenir. Je le mentionnais tout à l'heure. Et c'est quelque chose vers lequel on peut aussi se diriger. Bien, écoutez, j'ai l'impression que vous reviendrez rapidement nous en parler. J'espère. Alexandre Letiec, fondateur de Reactis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. LAC, la radio de Genève. Vincent Subilia, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à quelques enjeux d'actu, puisque il y a une table ronde organisée très bientôt, le 29 septembre à la CCIG. Effectivement, Enjeu d'actualité, c'est un nouveau format d'émission ou de conférence proposé par la Chambre de commerce avec dans Enjeu le G de GE, naturellement, vous l'aurez compris, parce que Enjeu d'actualité, enquête de solutions. Le constat que l'on porte, il n'est pas nouveau, mais il s'est probablement accéléré dans ce mode de gestion de crise permanent que l'on vit aujourd'hui avec ces cycles extrêmement courts. C'est la nécessité probablement de lever un tout petit peu la tête du guidon, d'avoir une vue hélicoptère, de mieux appréhender les différents défis qui se posent au quotidien aux entrepreneurs. Et donc c'est à ce titre qu'on a initié tout un cycle de conférences. Elles ont été lancées en début d'été dernier, et puis la prochaine d'entre elles aura lieu le 28 septembre, donc à la Chambre de commerce, où on se penchera sur une problématique bien réelle qui frappe un certain nombre de secteurs, et ça peut paraître contre-intuitif compte tenu justement des difficultés que connaissent certains domaines économiques, mais c'est la pénurie de main-d'œuvre et surtout de main-d'œuvre qualifiée, avec pour intituler Entre structure et conjoncture, quel remède, un séminaire qui fera intervenir des grands spécialistes de la matière, notamment le directeur de l'Office cantonal de l'emploi et des entrepreneurs, pour trouver ensemble, et vous connaissez la dimension pragmatique de la CCIG, bien des solutions. Et puis après le 28 septembre, on aura le 19 octobre, je vous cite ici un exemple, avec l'innovation au service de l'attractivité de Genève. Il en est beaucoup question aujourd'hui. Voir aussi comment innovation se conjugue avec durabilité, on en parlait, c'est deux axes stratégiques de la Chambre. Donc, deux rendez-vous à ne pas manquer, 28 septembre et 19 octobre à la Maison de l'économie. Parlons économie sur Radio LAC. Le Focus. Qui contrôle la qualité des entreprises ? Bien, par exemple, Yvan Messner, bonjour.
Bonjour. Vous êtes le CEO de QMT. Qu'est-ce que QMT ? Et QMT, on est une société, on crée, on développe et on livre des équipements à nos clients qui fabriquent différents produits industriels que nous utilisons au quotidien. Le but de ces équipements, c'est de garantir que nous, les produits qu'on achète, ils vont bien fonctionner pendant toute la durée de vie. Et ça, c'est donc le contrôle qualité. Concrètement, ça fonctionne comment ? Vous allez dans les entreprises, vous êtes à l'affût de quelques problèmes que ce soit ? Alors, souvent, c'est nos clients qui les trouvent avant nous, mais c'est vrai qu'on essaie aussi d'être force de proposition, de venir chez eux. Donc oui, on va vraiment réfléchir avec nos clients pour identifier quelles sont les non-qualités qui existent et mettre des équipements qui vont permettre de faire le contrôle pour garantir que vraiment tout est bien fonctionnel. On parle de non-qualité, j'aime beaucoup ce terme. Eh oui. Alors, on cherche la qualité, mais il faut éliminer la non-qualité. Pour donner des exemples, des produits qu'on contrôle, parce que c'est vrai qu'on a quand même un panel large, donc on va contrôler des montres. Voilà, on fait des appareils qui mesurent la précision des montres pour être sûr que quand on achète sa belle montre mécanique, elle donne bien l'heure exacte. Mais on a aussi fait des contrôles de cornflakes, par exemple. D'accord. On fait vraiment... Et accessoirement de l'aéronautique aussi. Et on fait aussi de l'aéronautique, oui. J'aurais jamais cru trouver un lien un jour entre cornflakes et aéronautique, mais je l'ai trouvé. Quelle est la différence entre contrôle qualité et label ? Parce qu'il y a des entreprises qui ont des labels, même Radiolac, alors on n'est ni dans le cornflake ni dans l'aéronautique, mais on a un label ISAS, ce qui veut dire qu'on peut prouver qu'on s'auto-contrôle. Donc là, ça veut dire qu'on n'a jamais affaire à vous. Alors, les labels, c'est pour garantir pour le client, quand on achète un produit, si on achète un produit qui provient d'une société qui a ce label, c'est qu'on a une certitude que le produit va avoir un certain niveau de conformité. Et après, ces sociétés qui ont des labels, elles vont travailler pour garantir qu'elles ont ce certain niveau de qualité. Elles vont devoir mettre en place toutes les actions. Ça peut être des processus de l'organisation et de temps en temps, si c'est nécessaire, de mettre des équipements qui vont contrôler la qualité des produits. Donc on est obligé de passer par vous ou en tout cas une entreprise qui fait du contrôle qualité lorsque l'on met un produit sur le marché ? Alors, pas obligé, on peut imaginer un produit qui est contrôlé avec des processus tellement bien maîtrisés que par lui-même, il est toujours bon, le produit. Donc là, on ne va pas mettre d'équipement de contrôle. J'en ai déjà un rictus. C'est rare, mais ça peut arriver. Et non, mais souvent, il y a quand même du contrôle qualité. Pour donner, je pense, quelque chose qui est vraiment... que tout le monde avait, enfin tous les vieux comment ont vécu, c'est la voiture. Si on se rappelle, il y a 30 ans, une voiture, si on voulait faire 1000 km en voiture, on se disait on a une bonne chance de tomber en panne. Une voiture aujourd'hui, ça a une fiabilité qui est très très élevée avec un nombre de composants très élevé. Et l'industrie automobile est un gros utilisateur du type d'équipement qu'on réalise parce que pour atteindre ce niveau de qualité, il y a vraiment un grand nombre de contrôles qui ont été automatisés, voire même du contrôle à 100%. Donc c'est ce qu'on dit souvent, c'est des fois, on prélève juste quelques pièces dans le lot pour vérifier que c'est bon. Mais quand c'est vraiment très sensible, comme l'aéronautique aussi, là, on va contrôler toutes les pièces, 100% des pièces fabriquées. Automobile, dont vous faites également le contrôle, le médical, l'énergie, le ferroviaire. On ne peut pas échapper à QMT, j'ai l'impression. Si, malheureusement. On peut nous échapper. Mais on est un panel assez large d'industries, effectivement. Mais maintenant, on a quand même cherché des industries qui ont un besoin de qualité élevé. Si on prend du ferroviaire, par exemple, c'est sûr que si on a des incidents qualité selon le type d'incident qui peut arriver, ça peut vraiment avoir des conséquences graves. On l'a vu même des fortes demandes qui arrivent quand il y a eu l'accident à Paris, le accident de train terrible. Alors, ça fait un appel de demande terrible parce qu'ils font une analyse de pourquoi il y a l'accident, ils se rendent compte qu'il y avait un défaut de maintenance et puis ça lance plein de projets de qualité ou de maintenance. Mais c'est vrai qu'il faut parfois un terrible accident pour se rendre compte après qu'il y avait un problème et ça c'est dramatique. Donc évidemment que c'est ce qu'emploie à faire QMT de dire attention, on va être intelligent avant. Alors ça, c'est l'être humain. Malheureusement, on devrait anticiper et prendre les mesures nécessaires. Maintenant, c'est de la gestion du risque. Et puis, il y a souvent des financiers qui sont quand même à la tête des entreprises et ils arbitrent dans le risque. Ils se disent, là, c'est un risque qu'on va prendre. Et puis, des fois, ça paye pas et ça finit par un accident. Et là, en général, par contre, les mesures sont très, très rapides et très radicales. Vincent Subila, quel bel exemple ici d'une entreprise qui contrôle des entreprises. Et on voit bien dans des domaines incroyablement différents. Un magnifique exemple que QMT, on essaie de l'expliquer à l'instant, qui est par ailleurs, parce qu'il est trop modeste pour le dire, président de l'Office de la promotion des industries et des technologies genevoises, qui est aussi une institution dans laquelle la Chambre est représentée et qui contribue à faire rayonner tout ce domaine d'activité qui est absolument clé sous l'angle de l'innovation notamment. Et oui, le contrôle qualité, il est essentiel. Et puis je dirais la qualité, elle rime beaucoup avec le Swiss Made, c'est inscrit dans notre ADN et c'est une question de confiance qui est aussi un des piliers de notre économie. Donc un fleuron
fleuron industriel qu'on est heureux de voir se développer ici à Genève. Et puis autre chose d'ailleurs que vous ne dites pas, Yvan Messner, mais on peut quand même parler du monde de la haute précision avec ce salon qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant, nommé au Grand Prix des exposants. C'est pas rien, c'est flatteur. Ah oui, on était particulièrement fiers. C'est à noter par contre que le même produit qui a été nominé à ce prix, on a gagné le prix d'innovation dans un salon qui était dans la vallée de l'Arve pour le décolletage automobile. Donc on a eu une nomination et un prix en 2022. Et je suis particulièrement fier parce que c'est une innovation comme j'aime, c'est une idée simple, mais vraiment de rupture qui apporte pour nos clients du gain d'argent et du gain de précision. Donc c'est vraiment une super idée. Je suis très fier de cette idée. De Christophe Colomb, que j'aime beaucoup, c'est simple, mais il suffisait d'y penser. Question pour vous, Alexandre Letiec. Comment est-ce que vous vous assurez que vos produits sont fiables et qu'on ne va pas mettre, je sais pas, une canette dans quelque chose et puis ça va couler par terre? C'est une très bonne Rapprochez-vous un tout petit peu de votre micro qu'on vous entende. C'est une très bonne question. Et effectivement, on travaille d'arrache-pied avec mon fournisseur pour faire évoluer les produits en permanence en fonction des besoins des clients. Ce qu'on observe, c'est que voilà, il y a des demandes qui arrivent ici et là. Et suivant les demandes, on y répond ou on n'y répond pas, ou on améliore notre produit. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Radio Lac, la radio de Genève. Mais dites donc quand même, Vincent Subilier, j'étais sur les réseaux sociaux, je commence à avoir une campagne de la CCIG, il y a une étude autour de la croissance qui est sortie. Absolument. Une étude qui, elle aussi, fait office de précurseur, parce que je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup, je crois qu'il n'y en a d'ailleurs aucune au niveau suisse, qui nous interroge sur notre rapport à la croissance, parce que c'est au cœur des enjeux aujourd'hui. Vous savez qu'on a souvent des arbitrages à faire entre croissance quantitative, qualitative. C'est des débats qui animent aussi le champ politique. Et donc, on a voulu s'interroger sur la projection que l'on veut donner du tissu économique de Genève de demain, et surtout entendre les entreprises sur la façon dont elles le pourçoivent, sous l'angle, encore une fois, et on y revient, non pas qu'on fasse de l'économie circulaire, mais c'est important, l'essentiel étant de ne pas tourner en rond, sous leur rapport à la durabilité, et voir où elles en étaient dans le cheminement. Et ça permet d'accréditer ce que nous plaidons, et ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, à savoir que les entreprises sont acteurs du changement et qu'il y a une prise de conscience qui s'opère. Alors cette étude, elle a été menée, c'est une étude de grande ampleur, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur notre site internet www.ccis.ch, mais c'est une étude qui maintenant va faire l'objet d'une campagne pour véhiculer un certain nombre de messages. Et par exemple, dire ou rappeler que les entreprises, et c'est peut-être la conclusion qu'on peut en tirer, considèrent que rentabilité et durabilité ne s'opposent pas et qu'on peut tout à fait conjuguer les deux. Dire aussi que les entreprises, et tout ça est naturellement chiffré, sont très nombreuses à se doter, par exemple, d'un plan de mobilité, sont 22% à avoir obtenu un label et donc une certification, un certain nombre de chiffres qui permettent de montrer, et je crois qu'on peut là aussi être fier, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, et bien que les entreprises font du bon travail. Et d'ailleurs, elles le font à ce point bien qu'on parlait de prix tout à l'heure. Je le fais là aussi un petit coup de projecteur. La semaine prochaine, le 20, pour les membres de la Chambre qui nous entendent et pour ceux qui ne sont pas encore membres et qui le deviendraient, eh bien, on réunit quelques centaines, j'ai je crois 700 inscrits aujourd'hui, représentants de l'économie autour des grands prix de l'économie, qui va décerner des distinctions aux entreprises particulièrement méritantes, parce qu'il faut savoir dire aussi bravo et merci à ceux qui créent de la valeur et de l'emploi à Genève. Et nous y reviendrons effectivement. D'un mot, Alexandre Letiec, vous souhaitez réagir? Pour dire sur les propos de M. Subilier, effectivement, durabilité et économie ne sont pas forcément incompatibles. Je prends un simple exemple de la poubelle. Voilà, c'est un domaine dans lequel je suis. Mais si on parle de mutualisation de la poubelle, on l'a fait avec l'imprimante. On mutualise la poubelle, c'est-à-dire qu'on va supprimer la petite poubelle individuelle de bureau pour équiper des endroits d'éco-points. Donc du coup, le concierge n'a plus à vider chacune des petites poubelles et passer son temps sur chacune des petites poubelles, mais un éco-point à vider avec une fréquence de vidange, voilà, une fois par semaine par exemple. Donc là, on est dans l'efficacité. On est dans l'intelligence. On est dans l'intelligence. Je dirais. Vous restez avec nous, George Harrison arrive et la dernière partie de cette émission aussi. Parlons économie sur Radio Lac. Le focus. Qui contrôle la qualité des entreprises et des produits surtout qu'elles font. Le CEO de QMT, Yvan Messner, est toujours avec nous. Donc vous êtes un intervenant externe. Ça veut dire que les entreprises vous disent « Bonjour, j'ai ça, vous pouvez me confirmer qu'il est correct ?» Voilà, donc en général, c'est vraiment du projet. Donc ça veut dire qu'ils identifient le type de contrôle qu'ils doivent réaliser et ils vont nous soumettre une demande en disant nous, on aimerait avoir ça. Nous, on fait une évaluation. Donc c'est vraiment du développement de la création. On évalue, on leur fait une proposition. On peut vous proposer cette solution-là, on la développe et ensuite on la... Et ça, on ne peut pas l'internaliser à une entreprise ?
Alors Ça vous arrangerait peu, mais... Certaines grosses entreprises ont des services internes où potentiellement ils peuvent faire ce genre de projet. C'est à noter que même beaucoup le font. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils font les choses simples en interne. Et puis quand ça devient compliqué et risqué, ça, ils le sous-traitent. Oui, parce que j'allais vous poser la question de l'impact du télétravail, mais finalement, j'imagine que ça vous a assez peu impacté. Vous travaillez sur des produits qui sortent de machines. Alors, le télétravail, ça c'est un vaste sujet. Alors, nous, on développe beaucoup. Donc l'équipe qui développe, elle a pu rester à la maison, faire du télétravail. Techniquement, plein de gens nous disent, mais pour vous, c'est simple, le télétravail, il n'y a pas eu d'impact. Alors ça, c'est pas tout à fait mon point de vue, parce qu'en finalité, on crée beaucoup. Et pour moi, la création, c'est un travail d'équipe, c'est de l'animation. Et le faire autour d'une table en présentiel, c'est une chose. Autour d'écran, c'est tout de suite moins performant. Et c'est assez incroyable quand on voit les produits qui sont utilisés. Je pense au QMT Multisense, analyse optique et acoustique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors ça, c'est une belle histoire. C'est à noter que QMT, c'est aujourd'hui 2 sociétés, une à Genève et une à Chambéry. À Genève, historiquement, notre savoir-faire, c'est le contrôle en regardant le produit, donc on est les yeux. Et la société, on a racheté une société en France où leur expertise, c'est d'écouter, c'est l'acoustique. Et le QMT Multisense, c'est le premier produit qu'on a conçu qui combine ces 2 sens, si on veut. Et on l'a en premier appliqué dans le monde de l'horlogerie, puisque le but, c'est de caractériser les montres à sonnerie, c'est les montres mécaniques qui sonnent. Et là, on va pouvoir écouter pour vérifier que le son a bien la qualité attendue. Mais on va aussi vérifier qu'il sonne bien. Elle doit sonner à minuit, par exemple, que ça sonne bien à minuit, donc en regardant la montre. Comme ça, on combine les yeux et l'oreille. Ça, c'est l'avenir de rajouter encore les 3 sens qui manquent et on a fait le tour ? Pourquoi pas. C'est pas dans les projets, pour être franc. Non, mais justement, quels sont les projets ? Les projets, pour nous, c'est... l'avenir, c'est vraiment, on en a un petit peu parlé, tout le monde en parle, c'est d'ajouter de l'intelligence à nos systèmes. Et surtout, nos systèmes génèrent énormément de données, puisqu'on va mesurer, donc on prend des images. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de valeur ajoutée possible d'extraire de ces données qu'on n'utilise pas. Donc là, on essaie d'amener nos clients dans une démarche et dire, mais réfléchissez, avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Donc vraiment, créer de la valeur avec les données créées. La fameuse big data, donc liée à QMT et donc au contrôle qualité. Yvan Messner, vous en êtes le CEO de QMT. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Et merci à vous de nous avoir suivis fidèles au poste, que ce soit le poste de télé ou de radio, comme chaque semaine sur One TV et sur Radio Lac. C'est le jeudi 14h, 15h quand vous le souhaitez, sinon sur évidemment onetv.ch. Merci à Nicolas Granger pour la préparation de cette émission, Noah Sherman pour la réalisation et à la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.